en fait, donc je me préoccupe depuis longtemps des relations entre art et nature, on va dire, mais particulièrement entre le biologique et puis, comme je m'interroge sur la perception, les effets culturels qui se greffent dessus, parce qu'il y a des gens qui séparent un peu trop les choses. Et puis surtout en Occident, on a tendance, avec Platon, Descartes et tous ces gens-là, à penser que le corps et l'esprit sont détachables. En Asie, c'est moins le cas, d'après ce que j'ai compris. Bon. Il se trouve qu'on a eu Darwin qui a créé une révolution et qui nous a montré justement que ça marchait pas du tout comme ça, et que donc il y avait des... Avant lui, on pensait à des essences qui ne bougeaient pas, pour plein de choses d'ailleurs, hein, mais notamment pour les espèces. On pensait que les espèces comme ça étaient toutes nées d'un coup. Voilà. Alors Darwin montre que tout est relié et qu'en fait on a tous les mêmes origines, que ce soit un papillon, un singe ou un pissenlit. Ça c'est quand même assez fascinant. Hein. Bon. Donc lui, il démontre ça, il démontre que ça s'est fait par des métamorphoses complètement hasardeuses. Alors il ne connaissait pas la génétique, ça s'est greffé dessus après, mais ça c'est quand même une révolution. Avant on croyait qu'il y avait un but et puis que les choses s'organisaient pour atteindre ce but. Bon, les religions sont téléologiques, hein, c'est toujours dirigé vers quelque chose, et évidemment ça doit conduire à l'homme qui est l'animal le plus parfait. Bon, ce qui est évidemment pas le cas. Voilà. Bon, alors, donc il y a ces mutations hasardeuses, donc le hasard est très important. Alors ça, tout le monde avait remarqué qu'avec les éleveurs, on pouvait changer les choses en croisant les animaux, etc. Donc la marque avait été une espèce de transition pour montrer qu'il y avait du transformisme, c'était le terme qu'il a utilisé. C'est intéressant comme terme d'ailleurs, pour montrer qu'en fait les espèces n'étaient pas si fixes que ça, mais il n'avait pas fait les liens entre les différentes espèces. Et Darwin lui montre qu'il y a donc des variations qui s'effectuent d'abord au hasard, et puis certaines vont être favorisées, mais sur des milliers d'années. Parce que voilà, telle caractéristique va être transmise à plus de descendants, et puis selon un contexte favorable, ça va être favorisé ou au contraire éliminé. Donc ça, c'est un bouleversement. Donc déjà, ces métamorphoses perpétuelles, ce lien entre tout ça, et moi qui m'intéresse, donc qui théorise sur la perception, comment tout ça est apparu, donc je me suis renseigné, j'essaye de faire les liens, et voilà, je m'aperçois qu'en fait on part de tout un tas de choses qui sont du hasard. Il ne faut pas essayer de s'expliquer pourquoi en lumière, par exemple, le rouge et le vert ça fait du jaune, il n'y a aucune raison physique. C'est notre cerveau qui voit comme ça, c'est tout. Ça s'est fait par hasard. Et ça, j'ai mis un temps fou à comprendre. On ne l'explique jamais. Tu veux t'interroger sur les couleurs, tu vois, on te dit d'aller en physique. Non, c'est pas une question de physique. D'accord. C'est très important ce que je dis là. C'est la manière dont nous recevons des stimuli. On ne se contente pas d'enregistrer, on invente des trucs et on fabrique des sensorialités. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, tout ça, cette introduction, pour revenir à votre dernier film, Les Garçons Sauvages, parce qu'il m'a semblé qu'il y avait des choses à questionner de cet ordre, qui font que il y a, dans l'histoire déjà, il y a des métamorphoses, il y a des choses, les genres sont instables, enfin il y a tout un tas, il y a une relation particulière à la nature, enfin des choses de cet ordre. Et donc voilà, je voulais vous faire rebondir sur votre façon à vous de penser ces métamorphoses, de relier le culturel et la nature. Et évidemment, par rapport à un acteur, une actrice, c'est forcément, même si c'est pas conscient, et c'est dommage que ça ne soit pas davantage, mais on est obligé de se poser la question, puisque finalement un acteur travaille sur le biologique, de toute façon. Ce qui n'est pas le cas forcément, enfin je veux dire c'est le cas des autres arts, mais c'est moins forcément, visible. Là c'est forcément, tu vois, le cas, tu n'as pas le choix. Tu dois travailler avec ça, et tu dois soit t'en détacher, soit au contraire essayer de trouver, selon les personnages, etc. Et la fiction, effectivement, de Garçons Sauvages était particulièrement, me semble-t-il, une espèce de condensation de pas mal de ces problématiques, quoi. Voilà. On parle d'évolution, moi j'aime mieux le terme d'adaptation, quoi. Ah ben les deux sont liés. Les deux sont liés. Alors après, il y a l'adaptation, tu en parlais tout à l'heure, il y a l'adaptation opportuniste, enfin c'est celle qu'on croit, c'est-à-dire que
l'espèce qui essaye de voir ce qui est le mieux pour elle. Et puis il y aurait une deuxième forme d'adaptation ou d'évolution qui serait l'adaptation poétique, c'est-à-dire une adaptation irrationnelle, liée à, je ne sais pas, plein de choses, l'esthétique, un facteur X ou Y qui entre là-dedans. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. En tout cas, c'est le télescopage entre opportunisme et poésie, quoi. Et dans Les Garçons Sauvages, oui, j'ai travaillé comme ça sur cette bande de garçons qui est au contact d'une île qui est avec ses fruits qui sont des accélérateurs de particules en quelque sorte, qui se métamorphosent, qui s'adaptent en tout cas aux situations, et avec tous les champs des possibles. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, quoi. Et surtout, c'est greffer ces préoccupations-là et ces questions-là dans un récit d'aventure. Voilà, c'est comme, j'ai l'impression que c'est une façon de redonner un coup de neuf au récit d'aventure, ou à des récits qui finalement sont vieux comme le monde, quoi. Et puis qu'en fait sortent de ce réalisme qui fait croire justement que les choses sont définitives, oui, le réalisme et avec une vision très particulière qui nous fait croire que c'est ça le réel. Ça, c'est assez insupportable, quoi. Alors que non seulement c'est faux, dès qu'on creuse, on s'aperçoit que le réel est beaucoup plus complexe et se métamorphose tout le temps, comme je le disais tout à l'heure. Donc non seulement c'est faux, mais ça limite toutes les possibilités effectivement plastiques, esthétiques. Et alors là, ce que tu me dis là, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que Darwin était très préoccupé par un autre phénomène. Alors je ne sais pas comment, il appelait pas ça l'esthétique, il appelait ça la sélection sexuelle. Mais en fait, elle se fait sur l'esthétisme. Et elle entre en contradiction avec l'adaptation qui, elle, disons, est ce qu'il y a de mieux pour vivre dans un certain environnement. Or, la sélection sexuelle, c'est le contraire. Par exemple, la femelle du pan, elle va choisir la plus belle roue, qui est en fait qui va défavoriser le mâle par rapport aux prédateurs, tu vois, ça le fragilise. Et donc il y a toute une lutte qui entre là, qui est très intéressante. Ça veut dire que les problèmes esthétiques sont déjà chez les animaux. Et ils entrent en lutte avec d'autres aspects plus fonctionnels que tu appelais opportunistes, si tu veux. Oui, complètement. Ouais, cette histoire de l'esthétique est vraiment intéressante, et du mâle qui doit plaire ou de la femelle qui doit plaire. Chez les oiseaux, c'est souvent le mâle qui doit convaincre. Il y a ce mâle, justement, ces oiseaux qu'on trouve sur l'île de la Réunion, là où on a tourné, et qui doit fabriquer un nid. Ce sont ces nids qui sont comme des paniers, là, tu vois, qui sont accrochés aux arbres. Qui sont tressés. Et on en trouve plein par terre. Et ceux que tu trouves par terre, ce sont ceux qui ont été refusés par la femelle. Parce qu'elle vient les voir, et si ça ne lui plaît pas, elle le décroche, elle le balance par terre, et le mâle doit recommencer son ouvrage. Alors ça, c'est assez intéressant, quoi. C'est vraiment une question d'esthétique, de pratique et d'esthétique, quoi. Et qui est purement esthétique, il n'y a aucune... Oui, complètement. Et il y a des oiseaux, là, ils doivent attirer la femelle en rendant leur nid au sol entièrement en monochrome bleu. Ils prennent que des objets bleus. Incroyable. Et donc ils sont concurrents, c'est celui qui aura réussi. Alors en plus, ils calculent les tailles, ça c'est de la folie, pour que les plus gros soient plus loin, pour qu'ils aient tous l'impression d'être sur le même plan. D'accord. C'est quand même assez fou. Donc ils travaillent sur la perspective. Exactement. Complètement. Et donc si on a fait des expériences, on bouleverse, on change l'emplacement, et ils le remettent, quoi. Et ça leur plaît pas du tout. Il y a aussi la question de la symétrie qui est très importante dans la nature, c'est-à-dire que les animaux, souvent pour plaire à la femelle, comme le cerf par exemple, doit avoir des cornes magnifiques, etc., des bois magnifiques et une symétrie parfaite. Si la symétrie est rompue, le charme est rompu. Voilà. Donc cette idée de symétrie est vraiment aussi très intéressante dans l'esthétique. Et donc il y a les métamorphoses liées aux espèces, entre elles, animales, végétales, etc. Donc il y a plein de choses qui se développent dans votre film. À tous les deux, je dis votre. C'est son. Oui, mais enfin vous. Mais il y a aussi l'individu lui-même, qui dans un deuxième temps. Alors là, je ne sais pas d'où ça vient, mais on s'est aperçu qu'un individu, ça veut dire un qui ne se divise pas. Et en fait, c'est faux. Je veux dire, on passe notre temps à entrer en conflit avec nous-mêmes, et je veux dire, c'est même, ça fait partie de notre... Et ça, il a fallu du temps aussi pour l'accepter. Non seulement on pouvait changer dans le temps, dans notre vie, mais même à chaque jour, on est amené à faire des choix et à entrer en conflit avec on a des tas de facettes. On est encore surpris parce qu'il y a des gens qui font des trucs formidables et puis qui sont des monstres sur d'autres choses.
Voilà, mais non, il n'y a pas de surpris, il y a plein de contradictions alors, en nous. Le seul qui était autorisé à ça, c'est l'acteur, quoi. C'est le comédien qui pouvait vivre plusieurs vies, être abject Voilà, quand on lui l'autorise. Absolument, justement, voilà, justement. Mais, là-dessus, tu peux peut-être... oui, parce qu'en fait, ça me fait penser à des commentaires que cette chanteuse a donné sur le film de Bertrand. Donc, elle s'appelle Barbara Carlotti. Ouais. Et elle, ça lui a beaucoup plu le questionnement ou ce que ça peut provoquer le film par rapport à ce double masculin-féminin. Elle-même, elle disait qu'elle a écrit une chanson, je crois, sur la femme est hermaphrodite. Toutes les femmes sont hermaphrodites, tous les hommes sont hermaphrodites, quelque chose comme ça, je crois. Et voilà, si on parle de la transformation ou le double en nous, ou les plusieurs en nous, comme toi tu viens de dire, pour moi, c'est ça en fait. Pas juste par rapport au film, mais par rapport à la vie, à l'esprit. Voilà. Ce que j'adore, c'est que par rapport au travail de Bertrand, qu'on a déjà exploré avant un peu par rapport à ce double, et même qu'on va réexplorer, je ne sais pas, c'est cette chose entre les deux sexes, de nature sexuelle, mais parce que le sexe, ça nous définit, et aussi dans l'esprit, dans une culture dans laquelle on grandit, même dans des manières d'être élevés, dans plein de cultures. Les filles sont élevées d'une manière que les garçons vont après, avec le contemporain, peut-être c'est un peu plus mélangé, mais c'est quand même la fille doit apprendre à coudre, même si elle déteste ça, pendant que le garçon va, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Mais bon, je veux dire, mais moi, ce que j'adore, c'est que comment aller au fond de ça, dans cette, de explorer en soi en tant qu'acteur et être humain, mais le double de ça. Même si dans ma vie privée, je n'ai pas besoin d'explorer, ça veut dire que je me sens très bien en tant que femme, mais j'aime être avec quelqu'un qui est assez libre d'accepter l'homme en moi. Et je parle de l'homme en moi, pas que je vais payer pour le restaurant ou des trucs comme ça, mais dans le lit même. Parce que quand c'est question de sexualité, parfois il y a un masculin qui se réveille en moi. Pourquoi le masculin se réveille en moi? Parce que peut-être le féminin dans l'homme se réveille. Et ça me permet, et du coup, ça c'est dans la vie privée, on peut dire dans moi et Lina, en tant que je me découvre sexuellement avec quelqu'un qui peut me donner cette liberté-là, mais par rapport au jeu, et dans la combinaison de ce que Bertrand cherche parfois, pas tout le temps, c'est la même chose, le masculin et le féminin, et cette sorte de ligne entre les deux, sans être dans des clichés, mais en jouissant d'être moi-même dans cette exploration que je n'ai pas de réponse dedans. Mais voilà. Et je ne vais pas dire là je suis un homme, là je suis une femme. Je ne sais pas qu'est-ce que j'étais quand j'ai joué docteur Séverine. Je ne sais pas qu'est-ce que je jouais. Mais Elina, j'ai essayé de taper dans cette double. Parce que je ne pouvais pas imaginer de commencer à jouer un homme. C'est ridicule. De toute façon, c'est un homme qui s'est transformé dans une femme. Et la femme même regrette. Je suis un peu embêtée. Je voudrais rester homme, moi. Mais je suis une femme, donc malgré moi-même. Et donc, c'est quoi ça? Donc, en fait, on ne peut pas intellectualiser trop et dire « Ah bah c'est ça ». Non, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais une couleur, je vais taper dedans et après, avec l'aide du réalisateur, parce qu'il faut que lui me dirige et que m'accompagne et me dise si je suis trop ou pas assez, ou quelque chose lui semble faux, ça c'est important de l'extérieur. Mais moi, c'est ça qui était excitant pour moi, dans cette transformation qui, en fait, se finit jamais. Je suis comme un... Moi aussi, je suis un entre-deux. Le capitaine dans le film est un entre-deux parce qu'il a un sein qui a poussé et qui ne s'est pas encore tout développé. Donc, il a en plus un sein noir. On ne sait pas pourquoi c'est noir, mais soi-disant que c'est noir. Après, à la fin, Tanguy, le personnage, genre principal des garçons qui raconte l'histoire, il a un entre-deux parce que lui aussi, il a un sang qui est poussé et c'est arrêté là. Mais moi, en tant que Séverine Sevrin... Toi, t'es encore au-delà, quoi. C'est un personnage qui continue sa mutation. Ton ventre s'ouvre sur d'autres horizons, quoi. Exactement. Et ça, on n'a jamais parlé avant. C'est-à-dire que c'est une métamorphose qui continue, donc tu es femme, mais tu es en train de devenir autre chose, quoi.
Et c'est ça notre pour créature. toi, quand tu as pensé à ce ventre qui s'ouvrait, c'est à ça que c'est ça la naissance de la pensée pour toi, quand tu écrivais le scénario, que tu as eu cette image du ventre ouvert. Oui, du ventre qui s'ouvre. Oui, je me suis dit, c'est comme une métamorphose qui continue, qui va l'amener quelque part. Je sais pas où, mais qui va l'amener quelque part. Moi, j'aime pas l'idée de frontière, hein, ça m'ennuie. Ça, on a bien compris. Et j'aime bien l'idée qu'on puisse passer d'un côté, repasser de l'autre, etc. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, finalement, un état idéal serait que les individus puissent faire pousser leur sexe, le faire tomber, rester dans un entre-deux, repartir en arrière, décider. Enfin voilà, qu'il n'y ait rien de figé, que ça puisse bouger sans. Pour moi, ça serait l'évolution idéale, et pourquoi pas, vu qu'on est dans un monde où de plus en plus de jeunes gens se font opérer pour prendre l'autre sexe, et assez contraignant, etc., peut-être que l'individu va évoluer d'une certaine façon dans X années. Et il pourra à souhait avoir le sexe qui pousse, un sexe masculin qui pousse, qui se rétracte, des seins qui poussent, qui se rétractent, un vagin qui s'ouvre, qui se referme, etc. Enfin, que tout ça soit là et puisse s'ouvrir, se fermer, sortir ou rester comme ça. Ça, c'est pour moi, c'est peut-être une évolution idéale. Et puis il y aura peut-être une continuité encore à cette évolution avec de nouveaux orifices, de nouveaux possibles, de nouveaux sexes. Tu vois, tu relis donc tout l'aspect artistique à l'aspect biologique une fois de plus. Complètement, ouais. Et en fait, moi j'ai appris ça très très tard parce qu'on ne nous l'enseigne pas, c'est qu'en fait, il y a un stade du fœtus où hommes et femmes sont exactement identiques, complètement hermaphrodites. C'est-à-dire qu'il y a on ne sait pas encore si ça, il y a deux boules, on ne sait pas encore si c'est avec des ovaires ou des testicules. Il y a un truc qui dépasse, on ne sait pas si c'est avec un clitoris ou un phallus, etc. Et il y a une espèce de vagin complémentaire. Et en fait, les lèvres, ce qui va devenir des lèvres peut devenir des bourses et on voit la couture. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'un homme, c'est une femme cousue. Wow. Ça, c'est quand même intéressant. Et en plus, en plus, on a deux canaux, le canal de Wolff et le canal de Müller, qui nous permettent soit d'avoir un utérus, soit tout le système masculin. Voilà. C'est-à-dire qu'on est vraiment... Tout est là pour donner l'un et l'autre. C'est pas encore décidé. Sauf qu'il y a les chromosomes qui vont orienter. Mais si on va dans ton sens, à ce stade-là, ça veut dire que si on arrive à contrôler et changer le stade des chromosomes, on pourrait faire effectivement ce qu'on veut et des combinaisons. Les hermaphrodites existent, et donc peut-être que alors les hermaphrodites, c'est déjà plus rare, c'est autre chose. Et une fois que les chromosomes ont fait leur boulot, c'est irréversible. Donc bien sûr. Mais donc les hermaphrodites, c'est plus compliqué que ça, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Quand il y a la femme surtout qui fait l'argent dans la famille, ça peut créer des problèmes dans le couple s'il y a les couples femmes-hommes ou je sais pas quoi. Ok, ça c'est... Mais je veux dire, corporel, physique, c'est lié au sexuel. Et c'est là où moi, pour moi-même, j'ai senti ce truc l'homme en moi, je ne sais pas comment dire, l'énergie masculine en moi. Et je sais que j'invente pas ou j'imagine pas dans le moment, c'est un truc physique. Et du coup, en tant qu'actrice, comment dire, je le mets... Mais là, aujourd'hui, il y a eu dans l'IB un truc sur un ultra pulpe. Et non, c'est pas dans l'IB, c'est dans les cahiers. Et que moi, j'ai pas trop pris comme compliment, mais c'est quand même drôle. Et il disait que tu ressemblais à Michael Cimino à la fin de sa vie, quoi. Parce que Cimino, je sais pas si tu te souviens, à la fin de sa vie, il s'est métamorphosé. Ah bon C'est-à-dire c'était quelqu'un qui était un peu rond, et à la fin de sa vie, il était très maigre. Il avait toujours des lunettes fumées, je pense que c'est pour ça. Très émacié, il ressemblait de plus en plus à une femme. Donc tout le monde disait, il avait fait tellement d'opérations, et tout le monde se disait, il va se finir par vraiment devenir une femme. Il est au stade juste avant, quoi. Et il s'est arrêté avant. Un homme extrêmement féminin, très femme, mais une métamorphose totale. Et donc il disait que tu ressemblais à Cimino à la fin de sa vie. Ça, c'est dans l'ultra pub. Et ça m'a fait rire. Mais par rapport à ce que tu dis des notions de masculin-féminin, Freud, il touche un truc à un moment dans les 3 essais à la sexualité, je crois. Il y a une note, il dit la sexualité n'est jamais passive, même si c'est dans un but passif. Alors tu dis qu'est-ce qu'il entend raconter, ça ne veut rien dire. Donc il voit qu'il y a un problème, mais il ne change pas de vocabulaire. Tu vois. Et en fait, c'est la notion de passivité et d'activité qui est absurde. Tout à fait. C'est ça. Et pendant longtemps, la femme doit être passive et l'homme actif. Oui, exactement. Or, c'est ça. Il n'y a aucune raison, et en fait, c'est un mélange, et les deux sont, bien sûr, sont concernés par ça. Exactement. Donc, ça, c'est des notions. Bon. Alors, deuxième partie. Oui, alors, ma deuxième problématique
est un peu du même ordre que les problématiques de métamorphose, sauf qu'elles sont plus liées à l'aspect formel. C'est-à-dire les transitions telles qu'on peut les penser au niveau d'un médium particulier. Et là, c'est plus au niveau d'un contenu, même si les deux après peuvent... Justement, c'est ça qui va être intéressant de penser. Donc, moi, je suis particulièrement sensible à ces techniques de transition. La musique contemporaine, pour moi, ça m'a vraiment touché grâce à la musique spectrale, ayant bien connu Gérard Griset qui a initié ce mouvement et qui consistait justement à penser l'évolution du son, qui se métamorphose en permanence. C'est-à-dire que c'est plus du tout un développement à partir de thèmes qui sont toujours reconnaissables, c'est au contraire des fusions les notes, en fait les instruments ne jouent plus des notes mais des fréquences qui vont fusionner et créer des timbres. Donc c'est le timbre général qui évolue tout le temps et qui fait que finalement c'est plus le passage d'un état à l'autre qui compte que la reconnaissance ponctuelle des événements. Donc ça a été pour moi fondamental. Et puis j'ai beaucoup réfléchi aux transitions au cinéma, etc. Et en répertoriant finalement, en comparant les arts, etc., on s'aperçoit finalement, il n'y a pas 36 000 façons de faire des transitions. On peut établir des catégories comme ça. Donc je voulais savoir si, et je pense qu'un acteur aussi doit penser, est-ce que là je vais faire des coupures rapides, est-ce que je fais un morphing, tu vois, un truc progressif, enfin, même si c'est pas complètement conscient, il y a forcément plein tu vois, de choses où tu te dis là, je dois être, tu vois, je vais me changer, je vais me transformer petit à petit, ou au contraire brutalement, en alternance, enfin, etc. En abriquant des choses, tu vois, différentes. Oui, mais ça, bon, je sais pas, en premier place, c'est le scénariste, l'auteur, le réalisateur, mais c'est l'écriture qui conditionne la nature de la transition, pas l'acteur. L'acteur, c'est l'interprète. Oui, mais tu vas puiser, avec ces indications, tu dois puiser en toi malgré tout des choses que tu as... Pour passer d'un état à l'autre, pour être en rupture, au sein d'une scène qui n'est pas coupée, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Dans une continuité de jeu, créer cette continuité de jeu, ces évolutions de personnages, et comment tu passes d'un état à l'autre, comment tu joues les états transitoires. Bon, il y a le texte, certes. Il y a le texte, oui. Mais il y a ce que tu vas faire passer, la façon dont tu vas marquer le silence, tu vas amener un geste. Moi qui t'observe beaucoup, qui te filme beaucoup, je sais que tu as le sens du... parce que je sais pas. Non, mais c'est intéressant. Tu as le sens du tempo, tu vas faire c'est une histoire de rythme, pour moi, de tempo. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, le dernier film qu'on a fait ensemble, justement, Ultra Pulp, où tu vas observer Vimala, et puis tu vas faire monter un petit rire comme ça, tu vas tendre ta main pour aller chercher un verre, tu vas dire parfait, tu es parfaite, etc. Tu prends le verre, tu te lèves. Ça, c'est musical, quoi, pour moi. C'est vraiment, tu es toujours dans le rythme, tu as la conscience du rythme et du tempo. Et même si tu connais pas par avance le montage, tu as cette conscience-là. Ce qui n'est pas évident. L'acteur qui se précipite trop, c'est un mauvais acteur. Ouais. Comme celui qui est trop lent, aussi. Oui. Mais c'est intéressant parce que j'ai commencé à travailler dans le théâtre et dans le cinéma avec des gens qui composaient un rythme. Mon début dans le cinéma, c'était Al Hartley. Il écrivait même dans le scénario et dans la chorégraphie, il y avait toujours un rythmique très particulier à son cinéma. Donc, c'est quelque chose comme une deuxième nature pour moi. Cette sensation de l'intérieur. Donc du coup, c'est comme quelque chose que je me laisse guider de l'intérieur. Mais ça marche, ce genre de transition ou de rythmique que je peux prendre pour certaines personnes. Pour d'autres personnes, je ne suis pas du tout dans le bon rythme ou dans la bonne transition. Ça, je suis sûre de ça, pour d'autres. Pour un autre cinéma. Pour un autre cinéma, c'est clair pour moi. Mais quand je me sens confortable, ces choses-là, c'est comme, comment dire, de toute façon, qu'est-ce qu'un acteur essaie de faire, la plupart des acteurs, je ne sais pas, je parle pour moi, c'est que comment être dans la vérité d'un moment présent, donc d'un moment à un autre moment, comment suivre, comment se confondre avec telle vérité en soi, en ce moment, même
si cette vérité est dans un contexte complètement artificiel, parce qu'il n'y a rien de naturel sur un plateau de cinéma. C'est pour ça que, pour moi aussi, des films tellement réalistes, naturalistes, c'est comme la vie, c'est rien comme la vie, c'est pas la vie, il y a une caméra là. C'est insupportable. Et donc, du coup, quand on sent que l'autre essaie à tout prix de faire ça, c'est encore plus faux pour moi, plus artificiel que quand un film est vraiment dans l'artifice. Voilà. Et que du coup, je crois à l'artifice. Mais donc. Alors justement, ces transitions, elles peuvent donner des idées que tu n'avais pas forcément préalablement. Est-ce que ça t'arrive en fait, en travaillant, en repérant, je ne sais pas si c'est avant, en amont ou pendant le tournage, qu'à un moment donné, un type de transition peuvent conditionner et faire bifurquer peut-être faiblement parfois, peut-être davantage, le scénario entre guillemets que tu avais dans la tête. Oui, alors je raconte l'histoire, forcément par écrit, pas toujours par écrit. Non, parce qu'on pense toujours la forme dans un second temps. Ouais. Alors c'est pas vrai. Il y a des moments où... Il y a des moments où je ne le mets pas par écrit. Là. Enfin, parfois ça peut m'arriver de dire que ça va être un plan séquence qui va relier... je pense à un certain type de plan séquence que j'ai pratiqué dans Borrow in the Box et dans Les Garçons Sauvages, qui est une façon de passer à un plan dans une réalité, à un univers mental, une introspection, une réflexion du personnage. C'est-à-dire que dans Borrow in the Box, il y avait une sorte de plan séquence où on voyait le personnage de Borowczak qui était en train d'animer image par image un couple de vieilles personnes là, en les manipulant. Puis après, il prenait du recul, il y avait son équipe, et puis il prenait du recul dans le plan, puis je l'accompagnais en travelling latéral comme ça, et puis on était dans ses pensées. Il y avait la voix off qui accompagnait aussi. Et tout d'un coup, on avait des visions qui étaient purement des visions mentales, le visage de celle qu'il aimait, puis il s'allongeait dans un champ qui était un mur, je renversais la caméra, et je passais sous terre, et là je le retrouvais. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'appelle, je pars du réel pour aller vers un plan mental de quelque chose de très introspectif. Et j'ai reproduit... Où tu n'as pas forcément tout prévu, donc c'est vraiment le cheminement d'abord, et puis finalement... Après, je commence à le décider quoi, très, très tôt, et puis on le construit en conséquence. Hein. Ça, je ne peux pas l'improviser. Non, je ne parle pas d'improvisation, je parle d'un sens qui pourrait... un sens qui pourrait advenir, être produit par tout un dispositif, et que tu n'aurais pas forcément complètement prévu, quoi. Non, là, à ce moment-là, je me dis non, là, j'ai besoin de l'introspection. Tout dépend de ce qu'on appelle par sens aussi. Ouais, et voilà. Tout ça, c'est compliqué. En tout cas, une introspection qui, tout d'un coup, fait sens ou va illustrer ce que... Oui, mais l'introspection, c'est pas le tout du contenu. Ah non. Tu vois, l'introspection, c'est plutôt, justement, pour moi, formel. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vraiment un jeu, un jeu d'intuition et de sensibilité par rapport aux éléments, etc. Et surtout, je me laisse complètement... porter, alors ça c'est la question de rythme par ce qui se passe comme je cadre, hein, c'est un avantage, je peux bifurquer à un moment donné, choisir un autre chemin, le rattraper par ailleurs, mettre en place la chose jusqu'à ce que je sente que ça roule quoi. Et j'ai fait quasiment la même chose dans Les Garçons Sauvages, où tout d'un coup on est dans une première partie, on est en caméra subjective, hein, c'est les garçons qui vont rejoindre l'autre partie du groupe, hein, et tout d'un coup il y a un des personnages de la bande qui vient s'adresser à la caméra, comme à cette personne qui est en train d'observer, et puis la caméra recule, et celui qui était le sujet, le subjectif, apparaît de dos, rentre dans le cadre, et là on l'accompagne dans une fuite introspective, où là il va rentrer dans ses pensées, ses angoisses. Donc voilà, j'ai reproduit le... Tu veux dire que dans un même mouvement, on passe de l'objectif au subjectif, c'est ça? On passe du subjectif à l'objectif. Du subjectif à l'objectif. Ouais, du subjectif à l'objectif à l'introspection. D'accord. Voilà. Et j'allais dire de la situation concrète à une situation là, ça me fait penser à la fin du plaisir là, d'Ophuls, ou quand la fille veut se suicider, là, ça te dit rien? Alors attends, c'est quoi la dernière histoire? Elle a une liaison avec un artiste. Oui, et c'est Daniel Jolin. Voilà, c'est ça. Et elle, c'est cette actrice incroyable, comment elle s'appelle, qui joue dans La Féline. Qui est super. Oui. Et qui joue dans le film d'avant d'Ophuls aussi. Merde. Bon. Oui. En fait, donc Viviane Romance. Non, pas du tout. C'est pas ça? Non. T'es sûr? Ah oui, non, c'est pas c'est ça. qui? Non, c'est dans La Féline. Oui. J'étais persuadé que c'était Viviane Romance. Enfin bon.
Ça va nous revenir. Donc elle lui dit, voilà, si tu me quittes, je me tue. Ouais. Il dit, ben vas-y, tue-toi. Et donc elle monte l'escalier, on la voit monter l'escalier, et à un moment donné, la caméra, c'est un plan séquence, la caméra prend sa place, et la caméra se jette par la fenêtre. C'est-à-dire qu'on passe de l'objectif au sujet. Oui, c'est ça. Et on voit pas la rupture, quoi. Ouais. C'est un peu cette idée-là. C'est tout à fait ça. Et de toute façon, au Fulls, je trouve que c'est absolument prodigieux. Hein. Le début de la ronde est extraordinaire avec ce personnage qui nous amène. Le masque. Non, la ronde. Non. Au début de la ronde. Le masque, c'est dans quoi alors? Le masque, c'est au début du plaisir. Ouais, mais je sais plus les noms des. Voilà. Et la ronde, on a un narrateur comme ça, qui est d'abord un acteur, qui enfile son costume. C'est un autre film là. Ouais, c'est un autre film. Et c'est le film qui précède, qui est dans un décor de cinéma, et tout d'un coup il enfile son costume tout en chantant comme ça, et il devient le personnage du narrateur, et les lumières changent, il nous fait rentrer dans l'histoire, il prédit même ce qui va se passer à l'actrice qui arrive et qui joue le personnage, qui est Simone Signoret, en lui disant vous allez rencontrer un militaire, il faudra être gentil avec lui, etc. C'est le destin, quoi. Hein. C'est lui qui fait tourner le manège. Et cette introduction de la ronde est une des plus belles introductions. Alors chez Ophuls, vraiment dans cette partie-là de sa carrière, les 3 derniers films, je trouve que les transitions, le jeu du plan séquence, c'est absolument génialissime. C'est le modèle. Ouais, ce moment-là, je le montre à mes élèves. Ouais. C'est quand même assez spectaculaire. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'équivalent avant, mais bon, on trouve toujours un truc. Et alors, par rapport à ça, la chose qui m'a intrigué, c'est que toutes ces métamorphoses qui ont lieu dans les séquences, mais finalement, entre les séquences, j'ai pas compris pourquoi il n'y avait pas aussi des transitions du même nature. Tu vois, j'ai l'impression que les séquences sont plus, comment dire, autonomes, enfin pas autonomes, enfin en tout cas, avec des solutions de continuité. Oui, il y a pas. Oui, j'aime bien jouer la rupture, quoi. Hein. Alors après, j'utilise des plans en surimpression. La surimpression, c'est finalement une forme de transition. C'est un plan qui est transitoire en lui-même. Oui, bien sûr. Qui me sert un petit peu de tête de chapitre, un petit peu comme les enluminures ou les lettres comme ça décorées sur les romans en tête de chapitre. Donc c'est pour créer des chapitres. Ouais, exactement, pour chapitrer. Mais parce qu'on oublie toujours le son. Et ma bande son, en revanche, n'est qu'une longue et lente transition. Il y a rarement de rupture nette. Je travaille énormément le son pour que tout s'imbrique, musique, voix off, etc. Et en général, s'il y a rupture dans l'image, il n'y a pas rupture dans le son. C'est comme un fleuve qui coule, la bande son, et qui coule du début jusqu'à la fin, sans rupture. Donc la transition est totale là, pour la bande son. Il y a une notion que j'ai mis beaucoup de temps à élaborer, mais qui m'a semblé complètement indispensable à un moment donné. En réfléchissant sur ce qu'était la figuration, j'utilisais 2 concepts, congruation, simulation, selon que les choses qui appartenaient à la réalité du support entraient en phase avec les éléments représentés, ou au contraire sont distingués. C'est-à-dire que quand je dis congruation, c'est quand on dessine une petite fleur et le cœur est jaune, la peinture jaune, si on fait de peinture, et entre en coïncidence avec le jaune de la fleur entre en coïncidence avec le jaune de la peinture. Ouais. En revanche, la matière va se contredire, donc on simule dans ces cas-là. Et d'abord, je me suis dit, on va utiliser le mot simuler pour vraiment quand on simule, mais si on ne simule pas, ça ne va pas, il faut bien utiliser un autre mot. Donc parfois, ça ne simule pas, ça entre en phase. Donc j'ai inventé le mot congruation qui m'a permis de comprendre pas mal de choses. Et puis pendant pas mal d'années, j'avais que ces 2 trucs. J'avais d'autres concepts pour d'autres formes de représentation, mais à l'intérieur de la figuration, et puis je me suis aperçu que ça n'allait pas. Il y a des moments où ça ne suffit pas. Pour une raison très simple, c'est que, par exemple, Picasso, il met un œil ici, vue de profil. En fait, on ne peut pas dire qu'il simule ni qu'il congrue. Il faut trouver autre chose. Donc, je me suis dit, en fait, il y a une forme de figuration qui ne tient pas compte. Enfin, en tout cas, en partie, qui ne se réfère pas à des stimuli externes, et plutôt à des stimuli internes, qui nous obligent à tout repenser dans notre tête. C'est-à-dire qu'on ne copie pas des choses qui nous viendraient de l'extérieur, comme avec la congruation et la simulation. On réorganise des choses qui nous sont présentées. C'est-à-dire que quand on voit un Picasso, dans sa période où effectivement les choses sont, enfin le cubisme synthétique, quoi, où les choses, pas le cubisme analytique, où il y a les choses à plat, mais quand il y a une seule personne reconstituée, mais avec des choses, en fait il peint pas un monstre,
C'est-à-dire qu'on ne doit plus penser en termes d'analogie. On doit, enfin en tout cas en partie, on doit recomposer dans sa tête. Ouais. Or, je me suis dit, mais le ventre ouvert dont tu parles, tout à l'heure, parce qu'il ne serait pas de cette nature. C'est-à-dire qu'on a tout d'un coup quelque chose dont on ne peut pas se dire, voilà, ce qu'on a sous les yeux, eh ben, c'est un organe qui est comme ça. On doit se dire, c'est quelque chose d'autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai pris. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une analogie. Ça n'est pas non plus, ce qui serait aussi de l'ordre de l'analogie, hein. C'est pas non plus de l'ordre du fantasme, un rêve ou quelque chose. Ouais. Donc il m'a semblé que c'était ce concept qui convenait le mieux finalement. Et je voulais savoir si ça avait des répercussions pour vous. C'est-à-dire qu'il y a des moments où voilà, on n'est pas dans la reproduction d'un objet préalable, mais on demande au spectateur finalement de reconstituer quelque chose qui peut, chacun peut d'ailleurs le reconstituer à sa façon. C'est-à-dire qu'on laisse le spectateur finalement imaginer des choses. On lui offre pas un imaginaire qu'il a à voir ou entendre. Ouais. On lui propose par moment, donc à ce moment-là, il m'a semblé que c'était le cas, de prolonger son propre par lui-même, et pas par un hors-champ, mais bien dans le champ. Parce que le hors-champ, évidemment, joue de cette façon dans tous les films, d'une certaine façon. Ça, c'est même le hors-champ le plus banal, on demande au spectateur de compléter. Ouais. Là, c'est à l'intérieur de l'image, et c'est pas quelque chose qui est caché, il est vraiment visible, et puis on ne peut pas se dire, voilà, ça c'est un organe tel qui pourrait exister. Oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est cette façon-là que vous abordez les choses, ou bien oui, en tout cas, je pense que c'est plus par association d'idées, quoi, ou une réminiscence d'une chose qui a été dite avant et qui va tout d'un coup se concrétiser. Par exemple, Elina dit nous sommes sur une île et je suis sa perle, juste avant, dans une séquence qui précède. Donc elle fait corps avec l'île en quelque sorte. L'île est une huître, c'est ce qui est dit, et tu es sa perle, tu te compares à une perle. Or là, quand on te prend, tu as ton ventre qui est ouvert et qui, moi, m'évoque un coquillage, qui m'évoque une huître, à l'intérieur duquel il y a ton revolver qui est fait de nacre. Et donc voilà, il y a comme une espèce de mise en abîme comme ça, une réminiscence de ce qui a été dit. Tu deviens toi-même l'île, et où on pense à ce qu'est l'île pour toi, et toi tu deviens pour les autres peut-être leur île. Ouais, voilà, ça c'est des choses qui m'intéressent. Donc c'est bien ce que je dis. Et ça correspond à peu près à ce que tu dis, où le capitaine qui apparaît dans l'île, qui devient la montagne, etc. L'organe ne représente autre chose qu'un organe, quoi. Exactement. Ouais. Je peux pas dire que ça fait sens pour moi, mais c'est un écho à ce qui a été dit avant, quoi, toujours. Ouais. Moi j'ai choisi le terme d'insinuation. Oui. J'ai pas trouvé mieux, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça insinue qu'il y a autre chose que des organes, qu'il y a peut-être effectivement une île en abîme, mais peut-être. Mais c'est des choses avec lesquelles j'aime bien jouer, quoi. Par exemple, on a fait un film l'an dernier aux États-Unis qu'on n'a pas encore monté, où Elina a une excroissance, alors toujours le ventre, a une excroissance, c'est comme une sorte de phylactère, de bulle de bande dessinée en chair, avec une membrane comme ça qui flotte au-dessus d'elle, qui est très très grande. Dans quoi tu dis ça? Ça c'est un film qu'on doit terminer. C'est un de nos courts-métrages de 21 ans qui s'appelle The Return of Tragedy, ou Le Retour de la tragédie. Et en gros c'est 6 fois la même situation. C'est deux policiers qui arrivent dans un jardin où il y a une sorte de cérémonie comme ça. Elina qui est dans un hamac, un grand hamac, et avec mon ventre qui flotte. Avec cette phylactère de chair qui sort de son ventre, une sorte de gourou très dandy qui tient un couteau, qui vient d'ouvrir le ventre pour extraire cette chose-là, des adeptes autour qui regardent, et tout le monde va très bien. Et les flics disent qu'est-ce qui se passe, et ils essayent d'arrêter cette situation. Et il y a plusieurs chutes, ça commence toujours pareil, mais ça se finit jamais pareil. Et cette chose-là, on parle de beauté intérieure, de donner enfin et donc elle aurait plusieurs statuts en fait. Elle a plusieurs statuts. On ne sait pas trop. Elle s'appelle Babouchka. Il y a toute une conversation entre le vieux gourou et elle et cette
excroissance. À un moment donné, tu parles avec elle, tu es interrogé par les flics et tu es à côté d'elle. Hein. Alors, c'est pas ta fille, c'est une partie de toi quoi, qui avait envie de sortir et d'avoir ça. C'est ta beauté intérieure qui doit s'exprimer. Et ça, beauté intérieure et tout ça, il aime bien explorer les beautés intérieures parce que dans Préhistorique Cabaret, qui est aussi un autre de nos courts-métrages, je fais une coloscopie. Avec une caméra organique. Ouais. Une caméra organique. Donc, c'est quoi une caméra organique? Robocop. C'est des caméras où chair et vraiment voilà où chair et électronique ou mécanique ne font et plus déjà, il y avait la grande caméra organique que Borot utilisait parce que c'était une caméra avec plein de poils et des liquides. Chez Cronenberg, il y a parfois Chez Cronenberg, il y a des choses comme ça. Voilà, il y a qui sont très ambigus, on ne sait pas si c'est... C'est ça. Et ça, c'est pour moi des transformations, transitions, ça veut dire des objets qui sont en mutation. Voilà. La nouvelle chair. Des imbrications. Exactement, exactement. Et toi, tu es vraiment... Chez Cronenberg, il y a souvent des imbrications qui sont d'ailleurs désignées comme telles dans Existence. À un moment, il le dit, il le formule. Oui, complètement. Il fait même le geste. Oui, exactement. Vidéodrome étant pour moi le premier film où il explore vraiment ça. Mais l'histoire d'expulsion comme ça, alors ça c'est dans Chromosome 3 où cette femme suit une thérapie où voilà, on fait ressortir toutes les toxines en quelque sorte par la peau. Alors c'est des éruptions de boutons, mais chez elle ça va tellement loin que c'est des excroissances qui donnent vie à des espèces de créatures sans nombril qui vont être le prolongement de sa haine quoi. Et je trouvais ça formidable aussi. Donc je trouve que Cronenberg à un moment donné a vraiment creusé cette idée de nouvelle chair et moi c'est quelque chose qui me fascine et je crois que c'est une de mes influences mais voilà, je prends d'autres chemins mais c'est peut-être celui en tout cas qui m'a fait le plus réfléchir là-dessus quoi. Et l'allusion que je faisais à Robocop, c'est un peu le procédé inverse. Puisque, j'aime pas beaucoup ce film, mais la scène magnifique où on le transforme, qui est en plan subjectif. Qu'est-ce que c'est un plan subjectif? C'est une caméra qui prend la place du regard de quelqu'un. Alors on lui met vraiment une caméra à la place de l'œil. Et ça, je trouve ça formidable. Ce moment est vraiment incroyable. Et là, il y a aussi on prend à la lettre le procédé de la caméra subjective. Et où là, justement, le Robocop prend tout son sens, puisque c'est la caméra elle-même qui devient le personnage. Quoi. Mais au sens, dans l'histoire même. Quoi. Il y a ça, il y a aussi, là j'ai revu récemment Opéra d'Argento, et l'héroïne a des problèmes, enfin le Dieu en permanence, il faut dire qu'elle a ce système de torture. Est-ce que tu as vu Opéra? Non, j'ai pas vu. Moi j'aime beaucoup ce film, très, je pense que c'est Argento et l'opéra. Argento est complètement obsédé par l'opéra. Quand il était jeune, ses parents l'ont emmené voir Macbeth, un opéra de Macbeth très tôt. Oui, c'est ça. Ça l'a traumatisé, il a eu peur, il a hurlé pendant le spectacle, ils ont dû sortir. Et depuis, cette peur de l'opéra est vraiment présente dans tous ses films. Et là, il avait un projet d'opéra, justement, Macbeth, il voulait le mettre en scène. Il n'a pas pu, et donc il met en scène Macbeth dans son film et il règle ses comptes avec l'opéra. Et l'héroïne porte un système extrêmement violent. Je veux dire, ça renvoie à Orange Mécanique et aussi au Chien andalou. C'est le tueur l'oblige à voir ses crimes, il l'attache et il lui fixe sous les yeux des scotch comme ça avec des aiguilles qui se plantent dans la paupière supérieure, donc elle ne peut pas fermer les yeux sinon elle se pique. Et donc nous parfois on a ce regard. C'est pire qu'Orange Mécanique. C'est pire qu'Orange Mécanique. Hein, vraiment. On a ce regard derrière la grille de la fille, comme ça on voit le crime en train de se faire. Et après, bien sûr, elle a mal aux yeux, donc elle se met du collyre dans les yeux. Parce qu'elle a mal, et donc elle est dans son appartement, il y a le tueur, il y a quelqu'un qui frappe, c'est soi-disant un policier qui la protège, on voit flou comme elle, puisqu'on a le collier dans les yeux nous aussi, elle ouvre la porte, ce mec flou arrive, et puis tout d'un coup elle se rend compte qu'en réalité c'est pas le policier, c'est peut-être le tueur qu'elle laissé rentrer, et c'est absolument génial, la façon dont il joue sur le subjectif. Mais là c'est ce que j'appelle de l'objectif subjectivé. Oui. C'est d'abord ce que ta description, je sais pas. Oui, tout à fait. Mais ce qui est aussi pas mal chez Argento, c'est que tout d'un coup, il utilise beaucoup le steadicam dans ce film-là, et tu te dis, j'ai la vision du tueur. Puis après tu te dis, non, j'ai pas la vision du tueur, j'ai la vision de la... Tu sais alors tu me fais penser aux yeux de Laura Marx, la fin. Ah bah oui, qui est super. Et moi je trouve un peu raté. Le film est kitsch, mais enfin c'est pas mal. L'idée était formidable. Elle voit à travers les yeux d'un serial killer.
et à la fin, elle se retrouve face à lui. Donc du coup, elle se voit elle-même. C'est ça. Et on attend que ce moment, c'est génial, on attend que ce moment-là. Je trouve pas que ce soit complètement... Ils sont pas allés jusqu'au bout de cette schizophrénique. Voilà, alors que l'idée est formidable. Tu vois quelqu'un et tu vois comment il te voit. Chez Argento, c'est plus bordélique, hein, c'est moins réfléchi, mais c'est moins réfléchi dans le sens, c'est moins conceptualisé. Mais il y a cette perte de repères sans arrêt où c'est comme si tu découvrais aussi la Steadicam à ce moment-là, où tu ne sais plus de quel point de vue tu es. Et au début du film, ça commence, tu es vraiment dans le subjectif d'une chanteuse d'opéra qui fait une crise de nerfs et qui se fait percuter par une bagnole et qui est remplacée par l'héroïne. Donc après tu te dis, tiens, chaque fois qu'il y a ce subjectif, c'est la chanteuse d'opéra qui s'est fait percuter, qui revient. Non, c'est pas encore ça. Donc il mêle vraiment les points de vue et je trouve ce film très intéressant, tu devrais le voir. J'écoute toujours ce que tu dis. Tu m'as fait découvrir plein de choses. Parfois, ça marche pas. Oui. Mais là, quand même, je te remercie parce que tu m'as fait plus aimer de choses que le contraire. Voilà. Et bien, donc voilà. Mais là, c'était pour se dire qu'en fait, les choses ne sont pas fixées, qu'on peut avoir. Enfin, si on travaille dans ce sens-là, plusieurs interprétations à la fois, quoi. Mais c'est ça qui fait une œuvre plus riche et plus intéressante. Oui, mais tout le monde ne travaille pas dans ce sens, au contraire. Non. Il y a plein de gens qui nous mènent par le bout du nez, qui voudraient qu'on voit que ça. Mais tu sais, le problème, ça reste la façon dont on finance les films. C'est-à-dire qu'on finance sur des scénarios avec des comités de sélection qui appliquent des grilles de lecture. Et ils ont très peur qu'on ne comprenne pas à un moment donné. C'est ça. Tu vois, il faut qu'on comprenne absolument tout le temps. C'est terrible. C'est ça. Ça, c'est la mort tout à fait. de tout. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on comprenne comme ça dans la vie? Mais non, mais c'est même pas dans la vie. C'est absurde. Oui. C'est prendre les gens pour des cons, pas leur faire confiance. Enfin, c'est ça aussi. C'est ça. Tout à fait. Et on en vient à figer même la grammaire cinématographique. C'est du chant contre chant, sinon ça devient trop bizarre. Tu vois, voilà. Et bien voilà.